Écoutez, pour respecter le timing, je vais appeler Philippe Egalin qui va nous parler de l'échographie. Et vous inciter, j'espère, à faire encore plus d'échographie dans les Mickey. Il va vous donner les secrets, les avantages, les inconvénients. Philippe, c'est à toi. Bonjour à tous, merci, je suis ravi d'avoir été invité par le CREG pour vous parler de ça. Alors c'est un peu mon dada, vous allez voir. Alors on m'a posé une question très précise, on m'a dit quelle cible, quel appareil et comment l'intégrer dans sa pratique. Donc ça devait vraiment être une présentation qui vous incite à le faire, y compris si vous ne faites pas d'échographie. Alors je vais essayer de vous répondre. Alors, quelle cible? En fait, pour moi, il y a tous les malades dans lesquels l'écho est possible sont des cibles pour être évaluées. Et maintenant, vous allez voir qu'on a des données très fiables et robustes, à la fois dans le diagnostic, dans la surveillance, dans l'optimisation et dans le dépistage des complications, donc vraiment dans tout ce qui vous occupe dans les Mickey. Alors, il y a effectivement des freins qu'on connaît pour tous ceux qui font de l'échographie, il y a l'obésité, mais aussi la grande maigreur, qui pose le même problème qu'en scanner, mais pour ceux de l'échographie, vous savez surtout que c'est absolument impossible de savoir quelle écogénicité va avoir un patient, et qu'en fait, vous pouvez essayer. On est surpris des fois chez des patients un peu obèses d'avoir une très belle écogénicité. Viana Costil en parlait à l'époque sur les échographies des obèses, et qu'à l'inverse, un patient normal sera plus difficile. On peut évaluer à 5 à 10% des patients chez qui ça sera plus compliqué. Alors, est-ce qu'on a des données pour tout? Oui, pour le diagnostic, on a des données solides maintenant. Donc, vous voyez, ça, c'est une étude qui fait référence. Beaucoup de malades, 240 malades. Et c'est une étude qui comparait l'IRM à l'écho pour le diagnostic de l'iléite de Crohn. Et vous voyez qu'on a des chiffres qui sont tout à fait similaires. Et alors, ce que j'aime bien, c'est sûrement pour ça que je fais ça. C'est pas très compliqué, l'échographie. C'est toujours la même chose. Le critère le plus robuste, c'est la taille de la paroi. Et la taille discriminante, c'est 3 mm. Une fois que vous avez appris ça, vous savez à peu près 80% de ce qu'il faut savoir. Alors, est-ce qu'on peut cartographier la maladie de Crohn? Ça, c'est une belle étude que j'aime bien, parce que c'est une étude anglaise. C'était pas des radiologues, c'était pas des gastro-entérologues échographistes, c'était des radiologues hospitaliers, c'était multicentrique. Donc, vous voyez que même avec un défaut peut-être de formation en matière purement digestive, vous aviez, comparant l'IRM à l'échographie, finalement, une efficacité relativement similaire, sauf pour certaines lésions du grêle proximal, et ça on sait, le grêle proximal en échographie c'est un peu difficile, mais quand même l'échographie était pas très loin, mais surtout en fait ça pose pas de problème, puisque de toute façon en bilan initial, vous ferez toujours une IRM, et comme vous le savez dans le Crohn, le phénotype est relativement stable, donc une fois que vous aurez identifié vos lésions, vous les verrez en échographie, vous pourrez les surveiller. Alors est-ce qu'on peut avoir non seulement les lésions, mais aussi leur activité? Alors, deux très belles études qui viennent de l'Italie, qui sont des études magnifiques qui montrent qu'effectivement, lorsque vous faites toujours pareil, avec une paroi au-delà de 3 mm, vous avez une très bonne concordance avec la présence d'une activité endoscopique. Mais ce qui était très intéressant dans cette étude et très joli, c'est qu'ils avaient pris deux opérateurs, un qui ne connaissait que les données de l'écho, et l'autre qui connaissait les données de la totalité du bilan du malade, et ils ont fait la concordance des décisions que prenait chacun des opérateurs totalement en aveugle, et en fait la concordance est extrêmement bonne, ce qui donnait un pouvoir décisionnel à l'échographie, qui est la première fois qu'on le démontrait. Alors, est-ce qu'on peut le faire dans les RCH? Il y a moins de littérature, mais là aussi il y a cette belle étude. Clairement, la même chose, 3 mm, vous voyez, c'est pas compliqué. 3 mm vous permettent de distinguer avec une excellente sensibilité et spécificité un malade qui serait maillot 2 versus moins de maillot 2. Et il y a même des études un peu plus récentes qui montrent que si on est un peu plus fin, on peut même descendre un peu et augmenter sa sensibilité et sa spécificité. Donc clairement, même dans la rectocolite hémorragique, vous pouvez faire un diagnostic d'activité. Alors ça, c'est le modèle le mieux connu. Pourquoi? Parce que c'est le modèle prédictif de rechute, vous le savez bien, c'est le post-opératoire du Crohn. Donc les échographistes s'y sont intéressés pour comparer leurs résultats avec l'endoscopie. Et vous voyez que là aussi, sur cette méta-analyse, je vous en montre qu'une et ça suffit, les résultats pour le diagnostic, alors que c'est pas forcément facile en échographie de savoir où est l'anastomose, les résultats sont excellents et que vous pouvez prédire à 6 mois après l'opération la récidive de la maladie de Crohn. Alors, les complications, tout ça c'est un peu un catalogue, mais c'est juste pour vous placer l'échographie. Les complications, c'est très simple. Il n'y a aucune technique, que ce soit l'IRM, le scanner ou l'échographie, qui soit parfaite. Elles ont toutes des avantages et toutes des inconvénients. Mais vous voyez, lisez les chiffres rapidement, c'est simplement pour dire que l'échographie se place à peu près au niveau des deux autres techniques pour détecter les complications. Mais j'insiste toujours pour dire que on compare l'échographie
aux deux autres examens qui sont l'IRM et les scanners, et l'échographie est le seul examen qui n'est pas injecté. Et lorsque certains centres experts font ça, on fait de l'injection, vous savez, de l'injection microbulle, comme on fait en écho-endo, on augmente la sensibilité, notamment, je vous avais mis un petit film, je ne sais pas s'il passe, de la détection d'un abcès qui se voyait pas en échographie standard et qui apparaît après l'injection de microbulle. Bon, ça reste des histoires d'experts, mais c'est juste pour vous dire que cette technique, qui est plus simple que les autres, moins invasive, a des chiffres qui restent tout à fait comparables aux autres techniques pour trouver les complications. Alors, ça c'est plus nouveau, parce que ça c'était connu, l'écho, on arrive à avoir à peu près la maladie, on arrive à avoir l'activité. Ce qui nous était reproché, c'est de dire oui d'accord, mais enfin, est-ce que vous êtes aussi efficace pour prédire l'efficacité d'un traitement? Et ça, c'est ce qui se passe dans les 2 dernières années. C'est pour ça que l'échographie est en train d'exploser. On commence à avoir les premiers papiers qui montrent que le fait d'avoir une réponse échographique, voire une cicatrisation transmurale échographique dans le Crohn, puisqu'en gros, il n'y a que 2 moyens de le savoir, c'est l'IRM et l'échographie, et ben dans ce joli papier qui est passé en 2019, vous voyez que le fait d'avoir une rémission endoscopique échographique complète entraînait une différence extrêmement significative versus les 2 autres groupes en termes d'hospitalisation, de chirurgie, d'optimisation des traitements et même de swap, c'est-à-dire de changement de catégorie thérapeutique. Donc autrement dit, aujourd'hui, un caractère prédictif de l'échographie seule sur la réponse au traitement qui commence à devenir très solide. Et ce qu'on avait dans le parent pauvre, qui est la rectocolite hémorragique, qu'on n'avait pas, est arrivé, là c'est que de la présentation, c'est pas encore publié, mais toujours la même équipe italienne très active a montré à l'écho cette année, en comparant le caractère prédictif de l'échographie avec un de leurs... Ils ont un score qui est assez simple, versus le caractère prédictif de l'endoscopie, qui là est parfaitement accepté par tout le monde. Vous voyez qu'en fait, on a des courbes tout à fait similaires de l'évolution des patients, à partir, c'était jusqu'à environ 2 à 3 ans après l'obtention d'une réponse. Et vous voyez que l'échographie, là aussi dans la rectocolite hémorragique, est discriminante sur l'évolution de la maladie. Et ça, c'est vraiment ce qui change aujourd'hui et qui place l'échographie sur le devant de la scène. Alors, ça, c'est un peu aussi la deuxième chose qu'on aime bien et qui est un argument pour l'échographie. Alors, je vous ai mis cette vieille étude, enfin, elle n'est pas si vieille que ça, mais surtout la plus grosse étude multicentrique qui a été faite dans la rectocolite hémorragique. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas fait de corrélation entre l'échographie et l'endoscopie. Ils faisaient une corrélation entre le résultat de l'échographie et la réponse clinique à 12 semaines. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré, pour ce qui est de l'échographie, que dans la rectocolite hémorragique, la réponse est souvent très rapide. Et il est dans ce climat de suivi serré qu'on a dans les Mickey, il est possible que l'échographie soit finalement le premier marqueur de réponse à un traitement, ce qui, je crois, est un critère extrêmement intéressant pour cette technique. Et vous voyez, là, c'est dès la 2e semaine que ceux qui allaient répondre avaient déjà répondu, c'est-à-dire la taille de la paroi avait diminué, et ça reste relativement stable après. On a un papier récent dans le Crohn qui semble montrer que c'est un peu plus tardif dans le Crohn, mais peut-être dès la 4e semaine, avec une échographie de contrôle, on pourrait caractériser un début de réponse thérapeutique. Donc vraiment un argument fort pour l'utilisation de l'échographie. Alors, quelle machine? Alors ça, c'est vraiment simple. Vous ne ferez plus de photos avec votre iPhone 4, je pense que ça ne viendra pas à votre esprit. Et ben c'est pareil pour les échographes. Là, je vous ai mis 3 images que j'ai essayé de trouver à peu près similaires de ce qu'était mon appareil en 2009, celui de 2015 et puis celui que j'ai depuis cette année, là. Et vous voyez qu'en fait, mais c'est ça aussi qui change tout. C'est-à-dire que quand on dit aux gens, vous allez vous acquérir une technique, plus on voit, plus c'est simple, plus ça va être facile pour vous d'acquérir cette technique et de faire la mesure qui est la plus discriminante, la plus puissante aujourd'hui, qui est la mesure de la paroi, qui finalement est un outil extrêmement simple. Ça, c'est des films que je faisais en 2010. Alors vous voyez, c'était pour experts quand même. Je vous garantis que c'est du côlon droit et que c'est de l'idéon, mais je peux comprendre que quelqu'un qui ne fasse pas d'échographie soit un peu perdu. Et voilà à peu près le même genre de malade, avec le même genre de maladie. Ce que je vois aujourd'hui, quand je fais une étude de paroi avec mon appareil de 2010, vous voyez que c'est quand même assez simple de voir qu'il y a une paroi, qu'au milieu il y a des gaz, et que vous êtes bien dans du digestif. Et je pense que ça va tout changer. Parce que quand on apprend plus vite et quand on devient bon plus vite, eh ben on peut s'acquérir l'outil beaucoup plus facilement et peut-être ça va motiver les gens à faire de l'échographie. Alors, ça aussi, c'est la deuxième chose. C'est que un appareil de 2010, et ceux qui font de l'écho le savent, il fallait avoir des notions de physique des ultrasons un peu poussées, parce qu'il n'y avait pas moins de 20 réglages différents que vous pouviez avoir. En gros, il fallait que ce soit vous qui créez votre image,
C'était assez compliqué. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Vous allez avoir un ingénieur qui va venir, qui va vous faire des pré-programmes. C'est lui qui va vous donner le type d'image que vous voulez. Alors, vous ferez pour les gros, pour les petits, pour les moyens. Il vous fera tout ce que vous voulez. Et vous aurez 3 boutons à régler maintenant. C'est-à-dire que vous allez, en gros, vous utilisez 3 Dopplers différents. Vous allez avoir la profondeur, le zoom. Et puis, de temps en temps, vous allez bouger un peu la focale, mais pas souvent, parce que maintenant, elle est automatique. En gros, vous n'avez quasiment plus rien d'autre à faire que de poser votre son. Alors, pour ceux qui voudraient se décider, le prix des échographes a beaucoup baissé, mais par contre, il ne faut pas sacrifier le matériel. Vous ne ferez pas d'échographie digestive si vous n'avez pas ce qu'on appelle une sonde superficielle. Alors, pour être simple, pour ceux qui ne font pas d'écho, plus vous descendez en fréquence, plus vous allez aller profond et moins votre image sera bonne, c'est comme en écho endo, et plus vous montez la fréquence, plus votre définition sera bonne, mais moins votre profondeur sera bonne. Et c'est là où se pose le problème, c'est que vous allez avoir 2 sondes, une sonde convexe qui fait de l'écho abdominal, que tout le monde connaît, qui peut aller très loin en profondeur, mais qui n'est pas suffisante le plus souvent pour estimer la paroi correctement, et puis une sonde superficielle, qui elle va être beaucoup plus définie, mais beaucoup moins profonde. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'y a pas de sonde dédiée au digestif. Elles ont été inventées pour le vasculaire ou le musculo-squelettique, c'est-à-dire très superficiel, et que le tube digestif, il est juste un peu en dessous. C'est-à-dire qu'un tube digestif, ça va être entre 3 et 5 cm, alors que les muscles et les artères, c'est plutôt entre 1 et 3 cm. Autrement dit, vous n'avez pas de matériel dédié. Et ce que je peux vous conseiller, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient acquérir du matériel, je pense qu'il faut se rapprocher de gens qui en font déjà. Et pour être simple, la sonde convexe est à peu près bonne dans tous les appareils qu'on vous vend. Mais la sonde superficielle, il va falloir la stresser parce que vous allez la faire descendre profondément et vous voulez une bonne qualité. Et ça, franchement, toutes les marques font pas la même chose. Donc, voyez avec les collègues qui en font, voyez, et en tous les cas, testez toujours un matériel pour faire du digestif avant de l'acheter parce que, encore une fois, aucun matériel aujourd'hui, quoi que vous dise le constructeur, n'a été construit pour faire du digestif. Alors, comment on se forme ? Aujourd'hui, il y a un seul diplôme officiel, c'est le diplôme d'échographie abdominale, qui est un DIU qui se passe en 1 an, qui est une excellente formation, mais qui fait extrêmement peu de digestif, et surtout qui en fait très très peu dans les stages pratiques, donc ce sera difficile de vous former qu'avec ça. Il y a une excellente formation européenne, mais là, il faudrait qu'il n'y ait plus de Covid et que vous ayez envie de voyager, parce que les stages, c'est une fois Stockholm, une fois Stuttgart, une fois Milan, mais il n'y a rien en France pour l'instant. Et puis, surtout, ce qu'on voudrait, c'est en installer une en France. Et là, on a démarré une étude sur plusieurs centres. Et cette étude semble montrer ce que je vous ai dit, c'est-à-dire confirmer ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en prenant des gens qui sont naïfs d'échographie, qui n'ont jamais fait d'échographie, en leur faisant sur des malades une 30aine d'examens tutorés, on arrive à accéder à une compétence qui est tout à fait suffisante, peut-être pas pour un dépistage complet initial, mais en tous les cas pour la surveillance. Et donc c'est une technique qui, contrairement à ce qu'elle était avant, peut s'acquérir extrêmement vite. Et ça, je pense que c'est une nouveauté. La deuxième chose, sinon vous ferez comme nous, c'est-à-dire que quand vous avez fait une IRM, comme on a appris nous, à un malade, et ben vous avez le résultat de l'IRM, vous le mettrez dans la salle d'écho, vous allez chercher les lésions, vous allez les trouver. Ça, c'est une autre façon de se former. J'ai dit sur le tas, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça qu'on s'est tous formés. Et ça aussi, c'est assez efficace. Mais je pense qu'il est temps de faire une vraie formation française. Alors, comment le financer ? Les prix ont beaucoup baissé. En gros, en 10 ans, ça a baissé d'un facteur 3. Ce qui coûtait 80-90 000 euros en coûte 30 000 aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas prendre les appareils de bas de gamme, parce que, comme je vous l'ai dit, la définition du digestif, c'est très petit. Un tube digestif normal, c'est 1 mm, et c'est la limite de résolution des appareils. Donc vous ne pouvez pas vous offrir un petit truc portable comme les anesthésistes, ça ne fonctionnera pas. Mais le moyenne gamme maintenant étant environ à 30 000 euros, on code ça par assimilation. Il n'y a pas de cotation de l'échographie digestive dans les maladies inflammatoires. Le code, c'est étude du péritoine et du tube digestif pour la recherche de carcinose. On fait ça. Pour l'instant, ça passe. 56,70 €, ça vous fait, si vous achetez un appareil sur 4 ou 5 ans, entre 300 et 600 € à payer. Ça vous fait, en gros, entre 5 et 10 examens pour financer votre appareil. Le reste fonctionne tout seul. C'est des appareils qui posent aucun problème, qui sont garantis, qui vous poseront aucun problème. Alors, la dernière critique qui était vraiment un frein pour l'échographie, c'est « Ah oui, vous d'accord, mais c'est très opérateur dépendant. » Alors ça, je vous ai dit que c'était de moins en moins vrai. Et puis, c'est très long. Mais ça, c'est pas vrai. C'est vrai pour la première.
La première, si vous voulez vous comparer à de l'IRM et de la colo, faire une cartographie complète, là oui, c'est probablement la plus difficile, c'est là où il faut le plus d'expertise, 20-30 minutes, on met, nous, à peu près, pour faire ça. Mais c'est pas vrai après. Parce que quand vous voulez surveiller, vous connaissez le phénotype de votre maladie, si vous surveillez un iléon, vous surveillez un iléon, un sigmoïde, un côlon gauche, ça vous prend 5 minutes. Et je vous rappelle que l'échographie, c'est le seul examen où on peut discuter avec le malade pendant l'examen. Donc moi, je fais ma consultation pendant l'échographie, et en termes de temps, notamment en libéral, c'est important, ça ne vous prendra pas beaucoup plus de temps qu'une consultation normale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des papiers qui montrent que ça augmente l'observance, que ça augmente la compréhension du malade et que ça double à peu près la fidélité du malade à votre cabinet, ce qui n'est pas totalement anodin. Alors après, il y a autre chose pour l'échographie, c'est que maintenant c'est en réseau. Dans tous les échographes, vous avez des systèmes qu'on appelle compare, c'est-à-dire que vous avez votre ancien examen d'il y a un mois, qui est sur la droite de l'image, et celui que vous êtes en train de faire sur la gauche, donc la comparaison est extrêmement facile. Ils sont tous en réseau, vous pouvez stocker tout ça sur des disques durs. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir une échographie sur un disque dur que d'ouvrir une IRM ou un scanner. En gros, vous avez une accessibilité qui est vraiment exceptionnelle et qui vous permet de suivre vos malades en suivant vos mesures et en suivant vos images de façon tout à fait simple. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Enfin, c'est ce qui mouline dans les topos d'échographie et j'espère dans les recommandations. De toute façon, au diagnostic, vous ne ferez pas que l'échographie, vous ferez celle initiale, mais vous ferez tout le reste, donc vous connaîtrez votre malade. Globalement, à 3 mois, ça va être recommandé comme un outil non invasif, puisque c'est le seul outil non invasif morphologique qui s'associe à la CRP et à la calprotectine. Et à 6 mois, vous le referez avec plus ou moins d'indications, si vous avez confiance à votre échographie, dans les examens plus invasifs que sont l'IRM et l'écho. Mais surtout, ce qui va être nouveau, c'est cette histoire de 4-6 semaines. C'est-à-dire que si effectivement on confirme que c'est le premier outil de réponse, et ben à ce moment-là, il y aura une deuxième échographie que vous ferez au moment où vous revoyez votre malade, quand vous avez mis en route une biothérapie ou un traitement efficace, et vous ferez une écho en même temps que l'évaluation, et peut-être que ça sera beaucoup plus scientifique, beaucoup plus morphologique et beaucoup plus efficace, mais ça reste à démontrer. Alors, voilà, moi j'étais un peu comme ça, moi, parce que je suis pas Guillaume, et puis Guillaume, il mettait ça dans la tête tout le temps, alors, faire les PRO, faire la CRP, il faut avoir l'IRM, puis il faut avoir les tris. Puis moi, les tris, ils sont payants, je n'ai pas beaucoup des tris, je suis un peu comme les autres, quoi. Puis la calpro, c'est pareil, je vous rappelle que 40% des calprotectines prescrites sont faites en France. Les autres, c'est juste un papier, c'est jamais fait. Donc j'étais un peu perdu, et puis je me suis dit, peut-être quand même les universitaires, un jour, ils pourraient peut-être, on arrivera peut-être à les convaincre. J'ai l'impression que ça bouge en ce moment, hein. Les universitaires ont l'impression que ça commence à les intéresser, parce que je me dis, moi, je veux des trucs pas compliqués. Ça, c'est un malade du début du mois de septembre. Voilà, je mets en route le traitement. Vous voyez qu'on voit bien quand même, il est à 3,2 mm, c'est pas compliqué. Et à 4 semaines, il est à 1,6 mm. Moi, c'est beaucoup plus simple pour moi que tous les trucs de Guillaume, là. Et j'ai l'impression que mon traitement marche, là. Et je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Je pense que l'échographie, contrairement à ce qu'on a dit, c'est quelque chose de simple et que je pense que c'est un outil que vous pouvez acquérir. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, il y a peut-être une petite remarque de Pierre qui voulait faire avant. Je te dis bravo parce qu'effectivement, tu nous as montré que c'était simple, il y a des appareils de bonne qualité et que la courbe d'apprentissage n'est pas très longue finalement et voilà, on peut avoir des bonnes réponses rapides. Je vais faire une remarque, oui. Ton exposé est remarquable comme toujours. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que ce que tu as dit, Patrick, la courbe d'apprentissage effectivement est courte. Que si les gastros qui savent ce qu'ils cherchent, si on les manage et si on fait du compagnonnage, ça va très très vite. Le problème de l'échographie, c'est comprendre effectivement, c'est avoir des astuces et avoir des repères. À partir du moment où vous avez ces deux choses, vous êtes capable de faire au bout de 7 jours de faire de l'échographie et c'est pas très compliqué. La deuxième chose sur le matériel, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a un papier qui a été publié à l'UEG là récemment par une équipe napolitaine et qui me tient à cœur parce que j'adore l'Italie et que je vais aller voir certainement. C'est une napolitaine qui fait qui est spécialiste en Mickey et qui fait du débrouillage échographique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un appareil sophistiqué, elle a un appareil de poche qui vaut entre 5 000 et 6 000 euros. La qualité n'est pas bonne. J'ai utilisé, la qualité n'est pas bonne, mais elle a fait cette étude en prospective. Ça lui permet d'avoir, de confier des patients chez qui elle fait en consultation, et c'est tout simple.
elle met la sonde, et j'ai vu les papiers, moi je l'ai essayé cette sonde, c'est très performant, vous mettez l'appareil, vous avez un épaississement de la paroi et ça vous permet d'orienter, dans son étude à elle, l'orienter vers l'IRM. Mais avec tout ce que vous a dit Philippe, l'échographie fait la même chose que l'IRM. Et donc, je pense que dans les gros cabinets, le fait d'avoir un appareil portable, ultra portable, qui peut servir à autre chose, je pense aux hépatologues, à la CIT et autres, ça vous permet de débrouiller vos patients et de les confier aux confrères ou à votre cabinet, à un appareil un peu plus sophistiqué dont vous a parlé Philippe. Je crois que c'est une révolution, ça aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci Philippe, vraiment très intéressant. Comment, quand c'est pour un Crohn, les images que tu montrais, c'était la d'adhérence idéale, j'imagine, c'est le point de repère en suivant le côlon droit. Mais dans la RCH, quand tu as une atteinte du sigmoïde, quand on voit en coloscopie les tortillons que l'on fait dans tous les sens, comment on arrive à savoir que là où tu mesures tes 3 mm, ça correspond vraiment à la réalité de l'ensemble des lésions? Comment on peut être sûr et certain qu'on fait une endoscopie? On voit il y a des segments qui sont plus ou moins atteints, d'autres un peu plus profonds, des ulcérations. Mais là, les images, à chaque fois, c'est sur 2-3 cm de longueur qu'on arrive à suivre dans les méandres de l'endoscopie. Qu'on peut être sûr que un petit peu au-dessus, masqué par les gaz, il n'y a pas quelque chose de plus important. C'est pas très grave. Tu as tout à fait raison. Alors, le sigmoïde, surtout la zone au-dessus du rectum du sigmoïde, est probablement une des petites zones aveugles de l'échographie où on n'est pas bon. En fait, tout le pelvis profond, on n'est pas très bon. Alors, il y a 2 ruses. La première, c'est que le sigmoïde, comme l'iléon, c'est 2 repères aussi faciles l'un que l'autre, mais dans la partie un peu distale de l'iléon, qui est juste devant le muscle iliaque. Tu le vois extrêmement bien, et c'est à partir de là, en général, qu'on se repère, et après, tu vois tout le côlon gauche. Et la deuxième petite révolution dans les RCH qui, effectivement, posait un problème avec un peu le manque d'efficacité de l'échographie dans la partie proximale du sigmoïde et dans le rectum, c'est qu'il s'est développé, alors moi j'ai eu du mal, j'ai eu un petit frein psychologique, mais je commence à m'y mettre, ce qu'on appelle l'échographie transanale. Alors l'échographie transanale, c'est pas du tout une échographie comme tu l'as fait toi avec une introduction d'un appareil, mais c'est juste prendre la sonde convexe, la protéger, mettre du gel au niveau de l'anus et poser la sonde sur l'anus. Et j'étais un peu surpris de l'efficacité. Les Israéliens ont montré que c'était aussi efficace que l'IRM, et notamment pour le suivi des abcès. Tu vois, donc en fait, mais honnêtement, je suis pas formé, je commence, mais on commence à avoir des images. Vu la qualité des appareils aujourd'hui, tu commences, pourquoi pas, après tout, peut-être que le malade t'arrive à le motiver en disant, mais non, mais je vous pose juste le truc, etc. J'ai commencé à le faire et franchement, tu vois extrêmement bien. Donc, dans la rectocolite hémorragique, pour les formes basses, dont on va parler juste après, je crois, probablement l'échographie va prendre sa place comme ça. Donc, globalement, tu vois, je vais te dire 80 à 90% des lésions. Il te manque un petit bout de sigmoïde distal, tout le côlon, tu peux le voir, surtout s'il est malade, parce que le grand dogme de l'échographie, c'est très simple, c'est que l'échographie la plus difficile, c'est de dire que c'est normal. Parce que normal, ça fait 1 mm, il y a du gaz partout, effectivement, comme tu le sais, c'est pas toujours au même endroit, ça c'est très difficile. Donc la valeur prédictive négative de l'échographie, surtout en début d'exercice, n'est pas très bonne. Vous pouvez vous tromper. Mais par contre, quand c'est anormal, ça se voit comme un curé sur la neige. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment, tu peux pas le louper, quoi, parce que tu as la musculose, on dit ça, c'était l'expression du curé sur la neige, parce que tu as la musculose qui est très très noire, vraiment très très noire, la sous-muqueuse qui est très très blanche, et la graisse autour qui est très très blanche. Tu vois une grande ligne noire au milieu de 2 traits blancs, et c'est difficile à rater. Donc voilà. Merci. C'est un peu ça. Philippe, je vais te couper parce qu'on est très très en retard, mais c'est très passionnant et voilà. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, tu nous as convaincus.